Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence sur le sujet de l'expérience collaborateur au service de l'expérience client. Alors, si vous êtes là, je suppose que c'est un thème que vous connaissez ou sur lequel vous avez un intérêt particulier. Mais avant de commencer et de donner la parole à nos intervenants, je voulais vous partager quelques chiffres. C'est des chiffres d'une étude qui a été menée auprès de 2000 entreprises et qui a été publiée par les Nations Unies dans leur rapport sur le bonheur avec la société Gallup en 2021. Et elle montre des résultats sur les bénéfices du plaisir au travail, avec comme résultat plus 44% d'engagement, plus 31% de productivité, plus 20% de vente, et enfin, moins 41% d'absentéisme. Donc voilà des chiffres très concrets qui vont nourrir le sujet qu'on va aborder. Et on va commencer tout de suite. Je suis très heureux de vous présenter les trois intervenants qui vont nous amener beaucoup de contenu sur ce thème-là. Donc Lina Poiseau. Bonjour. Jocelyne Verlet. Bonjour. Et Maud Chevalier. Bonjour. Donc pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter rapidement et également l'entreprise que vous représentez aujourd'hui. Donc, je suis Lina, je suis la directrice du pôle capital humain au sein d'MV Group. MV Group, nous sommes une entreprise qui accompagnons en fait les PME et les ETI dans leur digitalisation pour développer leur business par le biais de leviers d'acquisition et de data. Bonjour, donc Jocelyne Verlet, je travaille donc pour le groupe LDLC. À ce titre, je m'occupe notamment de la relation client de l'enseigne matériel.net. Et le groupe LDLC est donc un groupe qui commercialise, qui a des sites internet essentiellement dans le domaine de l'informatique et aussi de la puériculture et quelques autres. Et donc Maud Chevalier, je suis directrice conseil d'Enjoy Working Differently. C'est une société de conseil qui est spécialisée sur le thème de l'expérience collaborateur. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner des entreprises à fluidifier et à réinventer leur expérience collaborateur avec deux pans, on va dire. Un pan techno, donc aider des entreprises à adopter de nouveaux outils collaboratifs ou à développer l'usage de certains outils collaboratifs. Et puis un côté plus humain, puisque l'expérience collaborateur, elle passe aussi par l'humain et par notamment l'accompagnement managérial. Donc voilà, on accompagne tout type de structure, parce que l'expérience collaborateur, et c'est une première info, ce n'est pas l'apanage des grandes sociétés, c'est aussi un sujet dont s'emparent les plus petites structures. Merci à toutes. Et je rajouterais que vous êtes toutes des entreprises du Grand Ouest, entre Rennes et Nantes, en tout cas implantées localement. Alors, avant de rentrer dans des exemples, je vais m'adresser à vous, Maud. Quand on parle d'expérience collaborateur, le thème est très vaste, ça peut englober plein de choses. Comment on peut définir l'expérience collaborateur ? Alors, l'expérience collaborateur, littéralement, c'est simplement la somme des interactions qu'un collaborateur va avoir avec son entreprise, depuis, on dit souvent, depuis son arrivée jusqu'à son départ. Nous, on aime bien dire qu'il peut se passer des choses avant l'arrivée et qu'il doit se passer des choses peut-être avant l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Et puis, de plus en plus, il se passe des choses aussi après le départ d'un collaborateur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion d'off-boarding, comment je débarque un collaborateur de l'entreprise, le terme débarquer étant pas forcément hyper adapté, mais en tout cas, comment j'accompagne le départ d'un collaborateur et comment je fais en sorte que ce collaborateur il reste aussi, pourquoi pas, ambassadeur de mon entreprise. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour nous, l'expérience collaborateur, elle s'articule autour de 4 piliers. En fait, pour qu'un collaborateur soit bien dans ses baskets, et effectivement, un collaborateur bien dans ses baskets, on sait avec la symétrie des attentions que c'est aussi un client satisfait. Pour qu'un collaborateur soit bien, il lui faut plusieurs choses. Le premier pilier, c'est l'environnement de travail. Donc, avoir le bon matériel, les bonnes salles de réunion, les bons locaux, un bureau, même si aujourd'hui on passe de plus en plus au flex office. Mais en tout cas, l'environnement de travail est quelque chose qui compte beaucoup. Avoir des salles de réunion qui sont équipées pour faire de la visioconférence, par exemple, et puis savoir se servir des outils que notre entreprise a décidé de mettre en place. Donc ça, c'est le premier pilier, vraiment cette notion d'environnement de travail. La deuxième chose autour de l'expérience collaborateur, c'est tout ce qui concerne le travail en équipe. Je vais être bien dans mon job si ma collaboration avec l'équipe est fluide, est efficace, est agréable.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des rituels d'équipe qui sont les bons, pas trop peu, pas trop long. Donc on travaille aussi beaucoup sur cette thématique-là de comment je dynamise mes réunions d'équipe, mes points d'équipe, et puis quels outils là aussi on utilise en équipe pour mieux collaborer ensemble, pour mieux produire des idées, un projet ensemble. Donc ça c'est un peu le deuxième sujet, le travail en équipe. Le troisième pilier pour une expérience collaborateur réussie, c'est ce qu'on appelle, nous, la proximité managériale. Je vais être bien dans mon job si la relation avec mon manager est là aussi agréable, efficace, si elle est basée sur un socle de confiance, de reconnaissance, tous ces thèmes que vous connaissez, mais qui sont aujourd'hui vraiment hyper importants. On dit qu'on quitte aujourd'hui une entreprise à cause de son manager dans 70% des cas. Donc voilà, la proximité managériale ou la relation managériale, elle est super importante dans l'expérience. Et puis la dernière chose, et on aurait presque pu commencer par ça, c'est le sens. Pourquoi je fais ce que je fais? On en parlait tout à l'heure, hein, c'est vrai que voilà, dans plein d'entreprises aujourd'hui, on rencontre des équipes, on rencontre des collaborateurs qui font des choses mais qui oublient, donc on n'a pas accompagné pour réfléchir à pourquoi on fait ce qu'on fait. Et finalement, on continue de faire ce qu'on faisait il y a 2 ans, il y a 5 ans, alors que les choses ont changé. Donc la notion de raison d'être des entreprises, la notion de quel est mon impact dans le projet d'entreprise, quelle est ma place, voilà, pourquoi je fais aujourd'hui ce que je fais, et puis comment je peux peut-être challenger un petit peu le sens de ce que je fais. Donc c'est un peu les 4 piliers, voilà, de l'expérience collaborateur pour nous: l'environnement de travail, le travail en équipe, la proximité managériale et cette notion de sens au travail. Très bien, merci beaucoup. Alors, si on reprend ces piliers-là, Jocelyne, par exemple, pouvez-vous nous donner un petit peu chez LDLC comment ils se traduisent concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre à l'un ou plusieurs de ces piliers? Alors effectivement, on est dans l'entreprise, on a pas mal évolué ces dernières années autour de tout ce qui est expérience collaborateur. Je pense qu'on a toujours été une entreprise dans laquelle il faisait bon travailler, mais on a vraiment développé un certain nombre de choses, notamment suite à la lecture par notre patron Laurent de la Clergerie d'un bouquin il y a 5-6 ans sur le patron qui ne voulait pas être chef, d'Alexandre Gérard, pour ceux qui connaissent. Et il s'est dit, mais voilà, en fait, ce que je veux pour mon entreprise, c'est comme ça qu'on a démarré il y a 25-26 ans. Chacun faisait son job, on le faisait bien, etc. On a cru bon, avec le temps, de se structurer, de mettre en place des organisations hiérarchiques, etc. Et puis, en fait, non, c'est peut-être pas comme ça que c'est la meilleure des choses. Et donc, ça a été le début d'une réflexion, mais c'est aussi une démarche. Alors, je pense aussi profondément que ça vient de la tête. Donc, en fait, quand la tête de l'entreprise a envie que ses collaborateurs soient bien et que ça se passe bien, et qu'il le fait à la fois pour eux et à la fois pour l'efficacité dans l'entreprise, effectivement, il va développer un certain nombre de choses. Donc, on a travaillé beaucoup ces dernières années sur la responsabilisation, la confiance. En effet, la confiance, c'est la base de tout, on en parle beaucoup. On arrête de faire des reportings, des machins qui servent à rien. C'est plus les managers qui donnent les objectifs, mais on va plutôt travailler en équipe, responsabiliser les équipes, les laisser libres, le droit à l'erreur, leur laisser la possibilité de tenter des choses, de se planter, d'arriver à découvrir des choses, etc. Et de travailler complètement différemment. Donc l'environnement de travail, on a travaillé aussi dessus. Marie, qui est là, a été la personne qui a lancé le premier projet Happiness dans l'entreprise pour revoir tout l'environnement de travail. Ensuite, on a travaillé sur la partie managériale. Et puis dernièrement, effectivement, depuis maintenant 1 an et demi, on a mis en place une organisation avec 4 jours de travail pour amener effectivement un équilibre pro-perso qui soit complètement différent. Et aujourd'hui, on détaillera peut-être un peu après, mais on se rend compte effectivement que c'est quelque chose qui est vraiment efficace à la fois pour les équipes et à la fois pour l'entreprise. Alors, on peut peut-être en parler un petit peu maintenant. La semaine de 4 jours, je pense qu'on en entend beaucoup parler. Ça fait rêver beaucoup de monde. Donc peut-être que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez mise en place. Et puis aussi, pour reboucler avec le thème de la conférence, qu'est-ce que ça apporte en termes d'expérience client? Alors, on l'a mis en place donc en janvier 2021. Ça a été annoncé par notre boss courant d'année 2020. Alors là, ça a été assez simple. Là aussi, on a travaillé avec les équipes. OK, on va bosser 4 jours. Alors, comment on fait? Voilà, il va falloir qu'on gère une activité. Le cadre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va gérer comme activité? Et on va travailler pour organiser nos plannings. Donc, l'entreprise, elle fonctionne toujours sur 5 jours.
Donc pour ce qui est par exemple du service relation client, on est sur 5 jours et à certaines périodes sur 6 jours. L'idée, c'était de dire, OK, comment on va s'organiser, comment on va faire tourner les équipes pour faire en sorte que ça fonctionne. Au départ, Laurent de la Clergerie avait vraiment dans l'idée d'embaucher pour un certain nombre de services, comme pour le service relation client, en se disant, forcément, on va avoir moins d'heures de travail, puisque l'idée, ça a été de dire, donc les équipes sont passées de 35 heures à 32 heures en 4 jours. 35 heures sur 5 jours, 32 heures en 4 jours. Et donc, forcément, on perdait 3 heures de travail par jour, donc par semaine. Donc, du coup, il fallait bien, à un moment donné, se dire on va embaucher. En réalité, on n'a effectivement pas eu à le faire. Parce que quand on a mis les choses en place, donc effectivement, qu'est-ce que ça amène? Ça amène plein de choses. C'est-à-dire qu'au niveau des équipes, forcément, on est moins fatigué, on est plus reposé. Quand on est là, on est plus là. Pour prendre un exemple effectivement d'une personne de la relation client, une fois qu'on travaillait sur un groupe de travail autour des effectifs, dit oui, alors de toute façon, c'est vrai que là, on va peut-être pas forcément avoir besoin de monde en plus pour telle action, etc. Parce que maintenant qu'on est plus efficace avec les semaines de 4 jours, et du coup, je dis mais pourquoi en fait on est plus efficace? Elle me dit, on est reposé, 2, on est concentré. Quand on a habituellement que 5 jours de travail et qu'il y a des choses, il faut appeler, penser, parce qu'on a EDF à appeler, parce que je sais pas quoi, etc. Là, on a l'esprit libéré parce qu'on sait qu'on a un 5e jour pour le faire. On sait aussi que quand on a un dossier un petit peu litigieux, problématique, alors s'il faut l'expliquer au collègue qui va être en galère pour devoir le traiter le lendemain, autant que je le finisse ce soir, etc. Donc, voilà, ce sont ce genre de réflexions qui font qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était plus efficace. Et comme Maud le disait tout à l'heure, un collaborateur, c'est vrai quand tu parlais de plaisir, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui est dans le plaisir, qui a un esprit libéré, qui est moins fatigué, qui aussi, dans une démarche globale d'entreprise, qui lui fait confiance, le responsabilise, etc., en fait, c'est quelqu'un qui est heureux, asymétrie de la relation, et forcément, ça se ressent auprès du client. Ou l'exemple que je citais juste avant, qui est de dire, je ne vais pas laisser le dossier qui était un peu litigieux à mon collègue. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait surtout que le client, il va avoir son sujet qui va être résolu plus vite. Donc voilà. Donc vraiment, c'est des choses qui peuvent se ressentir à tout niveau auprès du client, autant qu'auprès de nos équipes, quoi. Oui, donc ce qui pourrait paraître contre-intuitif, de réduire le temps de travail et donc perdre en efficacité et en qualité de service, c'est tout l'inverse que vous avez observé. Lina, de votre côté, chez MV Group, racontez-nous comment vous travaillez autour du thème de l'expérience collaborateur. Alors, concernant l'expérience collaborateur, effectivement, je vais rejoindre Maud et Jocelyne. Donc, on essaye de travailler sur les 4 thèmes. Après, donc, ce que je rajouterais, moi, en plus du thème par rapport à Maud, c'est le projet professionnel. Aujourd'hui, effectivement, on peut avoir un bon environnement de travail, ça, il n'y a pas de souci, mais on a bien vu, nous, que ce qui est important pour le collaborateur, c'est le projet qu'on va lui offrir. Donc, nous, ce qu'on a essayé vraiment de travailler chez MV Group, donc on a la semaine des 4 jours et demi, 5 jours, c'est un petit peu la boîte à la carte, selon son envie, selon sa période de vie, si on a des enfants, si on est jeune. Et après, c'est surtout, quand on rentre dans l'entreprise, ça dépend à quel niveau. Est-ce qu'on rentre, on est un jeune collaborateur, ou est-ce qu'on est plutôt, en fait, en reconversion? Donc là, on va travailler sur le projet professionnel. On va accompagner le collaborateur du onboarding ou offboarding, mais en lui proposant plusieurs vies dans l'entreprise. On a la chance d'avoir aujourd'hui, en fait, 10 filiales, 60 expertises, dans des métiers différents. On a des écoles en interne. Donc, ce qu'on propose aux collaborateurs, c'est de devenir aussi formateur s'il veut. Et surtout, moi, là, j'ai un exemple en tête. J'ai un collaborateur, ça fait 5 ans qu'il est dans l'entreprise. Il est à sa 3e expertise. Et on va l'accompagner. On va aussi travailler avec les collaborateurs sur nos expertises de demain. Effectivement, on est dans des métiers qui vont vite. Les entreprises vont vite, donc il faut vraiment qu'on invente ces métiers de demain et on les travaille, on les invente avec les collaborateurs. Je pense que c'est aussi un petit peu le point différenciant qu'on peut avoir par rapport à d'autres entreprises. Et notamment, oui, quand on prépare la conférence, vous nous parliez du modèle d'entretien que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, effectivement, moi j'ai pris mon poste en 2017. Alors, j'ai rien à voir avec les RH, je suis l'ancienne directrice commerciale. Donc, quand j'ai pris mon poste, on a pris, je me suis dit, tiens, on va faire les entretiens 1 fois dans l'année, 2 fois dans l'année.
Là, c'est pareil, au bout de 2-3 ans, on s'est dit, on a des collaborateurs qui sont jeunes, qui avancent vite. On va les voir soit au mois de décembre, soit au mois de juin, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tout le monde a besoin d'être vu à ce moment-là? Donc, en fait, on a restructuré toute l'entreprise, on a changé nos outils de travail, on a créé des fiches missions, et on s'est dit, voilà, aujourd'hui, on va donner aussi l'évolution en fait, de nos collaborateurs dans les mains des managers. Les managers, c'est aujourd'hui très important dans l'entreprise. On a un manager pour 8 collaborateurs, on va les former, on va les accompagner, et on va être très clair avec le collaborateur en disant, voilà ce qu'on attend de lui. Et maintenant, c'est le collaborateur qui va décider lui-même de quand va être son entretien. Pour les jeunes collaborateurs, on peut avoir jusqu'à 3 entretiens dans l'année, donc ce qu'on appelle en fait nous les parcours d'évolution et de progression. Donc c'est-à-dire qu'on a plus ces temps forts, ce sont en fait des temps qui sont lissés sur toute l'année. Et pareil, du coup, ça veut dire que ça engage le collaborateur. On revient au projet professionnel. C'est un projet professionnel personnalisé et partagé avec le collaborateur. Ça fait écho. On est parti au Danemark en fait au mois de mai. On a fait une learning expedition au Danemark avec certaines personnes qui sont dans la salle d'ailleurs. Et ça fait écho ce que vous dites avec le mode de management à la danoise où en fait eux ils disent c'est pas moi le manager qui vais mettre des points hebdo ou mensuels à mes collaborateurs, ce qu'on vit parfois dans nos entreprises. C'est-à-dire que le manager fixe des points réguliers avec chacun des membres de son équipe. Au Danemark, c'est l'inverse. C'est le collaborateur qui sollicite son manager quand il en a besoin. Donc, il n'y a pas du tout de points réguliers qui sont instaurés. Le manager est à la disposition de ses collaborateurs et c'est le collaborateur qui dit « Là, j'ai besoin de toi pour prendre une décision, j'ai besoin de toi pour avoir ton avis, j'ai besoin de toi parce que je suis bloqué sur tel ou tel sujet. » Mais c'est vraiment la posture du coup du manager est vraiment un manager coach. Et effectivement, on part du principe qu'on n'a pas tous besoin de voir notre manager à la même fréquence. Et puis parfois dans l'année, on a besoin de le voir 2 fois par semaine pendant 2 mois parce qu'on est sur un projet hyper speed. Et puis après, moins. Donc ça fait vraiment écho, ce que vous dites là, à leur façon de manager. Ouais. Alors, la question qu'on peut se poser quand on entend ça, c'est le collaborateur qui sollicite, c'est un peu service à la carte, télétravail, etc. On se dit, mais au final, comment ça marche? Est-ce que le manager ne se retrouve pas d'un coup avec 20 demandes d'entretien, des collaborateurs qui ne sont pas là? Comment derrière l'organisation tient? Non, parce qu'effectivement, tout ça, on l'a réfléchi en 2019 pour que ça fonctionne, pour que déjà la semaine des 4 jours fonctionne, des 4 jours et demi, il faut qu'on ait une organisation qui soit stable et solide. Donc, on a déjà des prérequis, c'est d'abord la satisfaction client, la montée en compétence du collaborateur et le fonctionnement par binôme. Et à partir de là, en fait, si on a tout ça qui sont réunis, on peut déclencher justement de ce qu'on appelle un petit peu la boîte à la carte. Mais il y a d'abord ces prérequis et la satisfaction client, on revient à la relation client, et le prérequis principal. Et donc, par exemple, le télétravail, aujourd'hui, oui, c'est important. Nous, on a une règle, c'est 2 jours par semaine maximum. Et pendant les 6 premiers mois, le collaborateur n'a pas de home office. Pourquoi? Parce qu'il faut découvrir l'entreprise, découvrir le fonctionnement. L'intelligence collective, c'est aussi important. Et après, à partir de là, si la personne, le collaborateur a bien en fait son poste en main, à partir de là, oui, on peut déclencher en fait, on va dire, tout ce qui fait un peu le bonheur au travail. Mais d'abord, il y a ces prérequis. Donc il y a quand même quelques critères, quelques règles qui restent là, qui changent peut-être, mais qui restent là. Il y avait aussi une notion, Jocelyne, vous en parliez, de culture d'entreprise, de maturité. Vous disiez que chez LDLC, vous avez fait les choses aussi dans le temps. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, complètement. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'en effet, on a toujours eu envie que tout le monde soit bien, mais on appliquait un mode organisationnel qui était celui qu'on connaissait, qui était un peu traditionnel, etc. Et ça a vraiment évolué dans le temps. Effectivement, on va dire depuis 4-5 ans. Et ça se met en place pas forcément à la même vitesse partout. Quand on parlait des managers tout à l'heure, avec l'évolution du rôle des managers vers un rôle de coach, bien sûr, ça existe, mais ça ne se fait pas partout à la même vitesse. Il faut aussi qu'on accompagne les managers qui peuvent à un moment donné se dire attends, moi je sers à quoi si du coup je ne suis plus là pour donner des objectifs, m'assurer qu'ils sont bien réalisés, etc. Oui, mais ta posture, elle est carrément différente, elle est peut-être même certainement plus importante maintenant, parce que tu vas essayer de faire en sorte d'être au service de ton collaborateur et de faire en sorte qu'il puisse se développer, être bien, etc.
Et puis, voilà. Donc, en fait, ça ne se fait pas non plus à la même vitesse. Il faut aussi qu'on accompagne nos managers pour faire en sorte qu'ils aient envie d'aller vers ça et qu'ils soient rassurés. Et que, voilà. Donc, en fait, au début, quand on a commencé à aller vers ces étapes un petit peu de libération, on ne dit pas qu'on est une entreprise libérée, on reprend un certain nombre de choses, mais on n'y est pas encore complètement. On y sera peut-être un jour, ça se fait dans le temps. Effectivement, ça s'est fait plus vite avec certains qu'avec d'autres. On a proposé du coaching. On a des personnes maintenant en interne qui sont des coachs qui peuvent permettre de pouvoir intervenir pour aider des collaborateurs. Si je fais même le parallèle avec le client, ça peut aussi servir pour le client parce que finalement, quelqu'un qui va avoir des difficultés, par exemple, relationnelles ou qui va avoir dans sa relation avec le client des difficultés, par exemple, à supporter des relations un peu compliquées, etc., on va pouvoir effectivement à un moment donné lui dire écoute, est-ce que tu veux profiter d'un coaching, est-ce que tu veux une formation à la communication non violente, etc. Donc on a des boîtes à outils comme ça qui sont arrivées aussi dans l'entreprise qui permettent de mieux travailler. On a formé des facilitateurs, donc aujourd'hui effectivement on essaye de faire en sorte que nos groupes de travail ou nos réunions ne soient pas des réunions mais plutôt des ateliers d'intelligence collective, etc. Et tout ça se met en place dans le temps. Voilà. Et les 4 jours, finalement, ça a été presque, je ne dis pas une suite logique, mais ça a été aidé, je pense, par cette approche-là. Et effectivement, quand on n'est pas du tout dans cette maturité, on entend, pour lire un petit peu les posts de gens qui répondent à Laurent de la Clergerie sur LinkedIn, on voit des gens qui n'y croient pas trop, qui disent... alors, de plus en plus quand même, hein, ça interroge plus, de plus en plus. Mais il y a des gens qui se disent mais non, c'est pas possible, comment je peux mettre ça en place, comment je peux m'assurer que le travail sera fait, etc. Oui, non, mais en fait, c'est pas la même approche. En réalité, avoir une approche où déjà on fait confiance, où déjà on se dit que dans les équipes, ils vont être en capacité de s'organiser pour faire en sorte que le taf soit fait, qu'on est dans une dynamique positive, etc. Et ben forcément, on va aller vers quelque chose. Voilà. Mais voilà, ça se fait en effet dans le temps et pas tout le monde à la même vitesse. Et l'idée, c'est pas de forcer. L'idée, c'est que chacun avance à sa vitesse. Le tout, c'est qu'on avance tous dans le même sens, quoi. Et avec une volonté forte du fondateur dans votre cas, Ah oui. qui est un prérequis essentiel pour mettre en place tout ça. C'est clair. C'est indispensable et lui, il l'assène partout, etc. Il a bien entendu une aura importante auprès de toute l'entreprise, mais c'est forcément, je ne sais pas si on peut parler de mimétisme ou d'asymétrie aussi quand on suit son boss là-dessus, mais voilà, chacun y trouve en plus beaucoup d'avantages à titre perso. Donc, évidemment, tout le monde suit. Mais lui, c'est une vraie volonté, c'est un véritable état d'esprit. Faire plaisir à ses collaborateurs, c'est pas un vain mot. Il ne dit pas qu'il ne veut que ça. Il dit aussi qu'il pense que c'est bien pour son entreprise. Il n'est pas que philanthrope, même si on a d'autres actions de mécénat. Mais voilà, c'est bien pour son entreprise. Mais il veut véritablement que ses équipes soient heureuses. Donc voilà. Donc ça. Et ça fait partie du sens que les collaborateurs recherchent quand ils viennent en entreprise. Donc on reboucle avec le pilier du sens évoqué par Maud tout à l'heure. On a pas mal parlé d'organisation, de management. Un des piliers, c'est aussi les outils, l'environnement de travail. Par rapport à ça, Maud, vous accompagnez les entreprises sur ces sujets-là, notamment sur les outils de collaboration qu'on utilise de plus en plus dans notre quotidien. Je pense qu'on a tous fait de la visio dans les derniers mois, dernières années. Sur quoi vous accompagnez les entreprises sur ces sujets pour améliorer l'expérience collaborateur ? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement déjà la multiplication des canaux. Nous, on rencontre des directeurs commerciaux, par exemple, qui nous disent mon équipe commerciale, elle a 9 façons de rentrer en contact avec moi. Elle peut m'envoyer un message sur WhatsApp, elle peut m'envoyer un SMS, elle peut me téléphoner, elle peut m'envoyer un mail, elle peut m'écrire sur Slack, elle peut m'écrire sur Teams, enfin bref. Donc, la multiplication de ces canaux de communication qu'on a vu accélérer dans les 3 dernières années, mais qui étaient déjà latentes avant tous ces phénomènes, ça, c'est un vrai sujet. Donc, on accompagne déjà sur ce sujet-là à se dire, est-ce que finalement, les 9 canaux de communication que vous utilisez, est-ce qu'il y a besoin des 9 ? Il y a par exemple pas mal d'entreprises où, pendant la crise Covid, il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés parce qu'on avait besoin à ce moment-là de communiquer. Ces groupes WhatsApp perdurent. Or, aujourd'hui, on est revenu dans une situation, dans un nouveau normal en tout cas. Donc, est-ce que tous les outils qu'on a utilisés ont tous besoin de continuer d'exister aujourd'hui ? Donc, ça, c'est une première question et ça permet déjà de sélectionner les outils qu'on a envie d'utiliser.
Et puis la deuxième chose, c'est de donner à chaque outil un usage. C'est-à-dire que, par exemple, de se dire que le canal de communication pour l'urgence, c'est de décrocher son téléphone et que un SMS ou un message sur Teams, ce n'est pas une urgence. Donc ça implique de se donner des codes entre nous, au sein de l'équipe, pour se dire quand il y a vraiment une urgence, et évidemment de définir ce qu'est une urgence, décroche ton téléphone et appelle-moi, parce que là, je sais que j'aurai besoin, je pourrais m'interrompre. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier point, la multiplication des outils et redonner un usage à chaque outil. Et puis la deuxième chose, c'est l'ensemble des outils collaboratifs. Donc nous, on accompagne aussi beaucoup d'entreprises, notamment sur la suite Microsoft 365 et l'outil qui est Teams, parce que beaucoup d'entreprises se sont mises à utiliser Teams pendant les confinements, parce que c'était bien pratique pour faire de la visio, pour échanger, etc. Et finalement, ne perçoivent pas l'ampleur de l'outil et n'ont pas conscience de tout ce que peut faire l'outil. C'est-à-dire que beaucoup l'utilisent à 5% de ses capacités, parce qu'on l'utilise simplement pour envoyer des messages et se faire des visios. Or, on rencontre aujourd'hui des DRH ou des DSI qui nous disent en fait, ce que je comprends à travers tout ce que vous m'expliquez sur Teams, c'est que je pourrais ne plus avoir besoin d'intranet, parce que Teams fait aussi la gestion documentaire. Je ne pourrais plugger mon klaxoon, mes outils klaxoon par exemple, à l'intérieur de Teams. Je peux utiliser aussi cet outil pour faire mes to-do list. Bref, c'est vraiment aujourd'hui un hub de connexion qui permet vraiment de faciliter le travail collaboratif. Et aujourd'hui, on accompagne pas mal de clients à cette dimension-là pour qu'ils comprennent l'ampleur de ce qu'on peut faire avec Teams. Avec donc une logique de rationalisation et aussi de simplification Exactement. de l'environnement. Jocelyne, chez LDLC, vous avez travaillé aussi sur les outils, notamment sur l'univers de la relation client. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors sur les outils, nous on fait, effectivement, on a une démarche. On a la chance d'avoir dans nos équipes un petit peu des personnes qui savent tout faire. Donc voilà, donc on a des outils, je sais pas, comme de la téléphonie qui va être aujourd'hui chez Eloquent. Oui, mais on n'a peut-être pas forcément exactement toutes les infos facilement de la fiche client, etc. Là, on a quelqu'un qui, nous dit, je vais travailler pour vous développer une petite surcouche et faire en sorte d'avoir vos informations. Ça peut être ça. Ça peut être, à un moment donné, il n'y avait pas de double écran, voire de triple pour certains. Oui, mais je vais avoir plus de dextérité si je peux avoir 2 écrans, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de répondre un petit peu à la demande. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à certaines choses, mais c'est de répondre à la demande pour faciliter le travail des équipes, pour qu'à un moment donné, ensuite, eux puissent être plus à l'aise, plus efficaces, et là aussi avec le client, plus rapide, plus avec le sourire, etc. Il y a la société CID qui est présente sur ce salon, qui commercialise le logiciel SpeakyLink. On l'a mis en place aussi il y a maintenant 1 an ou 2. En fait, ce logiciel permet effectivement d'avoir un échange avec nos clients et de pouvoir, c'est pas de la prise en main à distance, mais on s'en rapproche. En fait, pour le client, il y a un effet waouh, ah oui, vous pouvez faire ça, etc. En fait, cet effet waouh, il va lui aussi se reporter sur la personne, enfin le collaborateur, parce que quelque part, c'est lui qui porte cet effet waouh, il est content, etc. Et du coup, ça se passe aussi, voilà, ça facilite le travail du collaborateur, mais ça fait aussi plaisir de pouvoir aussi, avec le client, aller plus vite et de manière plus pro à la résolution de sa problématique, quoi. Donc voilà, donc on va agir un petit peu selon les besoins de chacun. Et puis, il y a aussi les équipes qui, à un moment donné, pour certains, vont dire moi, ma base de connaissances, je préfère la faire sur SharePoint parce que telle raison. D'autres, je vais aller sur Notion. On laisse aussi maintenant la liberté de ça, c'est-à-dire que sous réserve que ça soit dans un cadre bien sûr donné par la DSI sur les outils qu'on va utiliser, après, chacun, entre guillemets, fait comme bon lui semble, en fait. Et Voilà. un peu de liberté aussi, et puis les suggestions qui viennent des collaborateurs, et même la mise en place de ce que vous dites, des innovations qui viennent des collaborateurs. Et Lina, donc là, on a parlé beaucoup des outils. Alors, vous avez aussi mis en place un certain nombre d'outils, on va dire, logiciels sur le PC. Mais l'outil, c'est aussi l'environnement de travail. Je crois que vous avez travaillé sur ce thème-là qui participe à l'expérience collaborateur.
Effectivement, alors nous, on est parti aussi au Danemark en 2019 pour mettre notre projet en place et construire notre nouveau siège. Notre nouveau siège est à Cesson. Oui, l'environnement de travail, il est juste essentiel, surtout quand on travaille en intelligence collective. Donc, nous, on a créé un bâtiment de 6000 mètres carrés, mais vraiment, en fait, penser, échanger avec les collaborateurs, avec donc des endroits où on peut échanger, on peut partager, des salles de réunion, enfin, avec aussi, classique aujourd'hui, je pense, les salles de sport. On a mis une crèche, on a mis un rooftop pour boire l'apéro le soir, important. Et aussi pour donner envie aux collaborateurs de rester en fait sur le lieu de travail, parce que le home office c'est bien, c'est intéressant, mais pour travailler ensemble sur tous ces projets, comme je vous expliquais, donc on a une boîte un petit peu à la carte sur le temps de travail, mais il faut que l'entreprise elle soit organisée. L'organisation se fait en interne dans les bâtiments, et donc tous nos bâtiments dans les 10 villes en ville en France où on est présent sont organisés de la même façon. D'accord. Et là-dessus, sur la partie lieu de travail, on voit bien qu'avec le télétravail, on repense complètement les bureaux. Comment vous accompagnez les entreprises? Moi, je sais que c'est un sujet que Oui, vous c'est un vrai adressez. sujet. Alors, on n'est pas, nous, architectes d'intérieur ou aménageurs d'espace, même si on aime beaucoup les beaux espaces. Mais surtout, on va aider les équipes à réfléchir, en fait, au-delà de je suis 2 jours en télétravail et 3 jours au bureau, par exemple. Qu'est-ce que je fais quand je suis en télétravail et qu'est-ce que je fais quand je suis au bureau? Alors, on se l'est tous un peu fait à titre individuel, normalement, cette réflexion. Mais on peut aussi animer des ateliers d'équipe pour vraiment poser les choses et se dire, OK, quand on vient au bureau, voilà ce qui se passe. Et quand je suis chez moi, voilà ce qui se passe. Et en parlant d'expérience collaborateur, l'idée, c'est que ce soit un peu 2 expériences différentes entre une journée de travail à domicile et une journée de travail au bureau. Donc, on est vraiment amené à réfléchir à ça. Et puis à accompagner aussi tous ces changements-là. Tu parlais tout à l'heure de vitesse. Chacun ne va pas à la même vitesse. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui se posent la question du flex office, par exemple. Donc, finalement, avoir moins de bureaux que de collaborateurs, puisque les collaborateurs ont généralement 2 à 3 jours de télétravail. Du coup, voilà, quel est l'intérêt d'avoir autant de postes de travail que de collaborateurs? On peut le comprendre. Sauf que ça aussi, ça s'accompagne parce que ça interroge beaucoup les collaborateurs. Du coup, quand je vais arriver au bureau, je ne vais pas forcément avoir de place. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des jours où tout le monde va être là et du coup, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve dans une salle de réunion, etc. Donc toute cette démarche, ça s'accompagne. C'est un exercice qu'on va faire avec une banque de la région bientôt, justement, d'accompagner 6 mois en avance. Ils vont passer au flex au mois de juillet et ils font appel à nous dès maintenant pour préparer les collaborateurs à ce changement. Parce que pour certains, ça va être hyper simple. Ils vont se dire, mais moi, j'ai aucun souci, je m'installe et j'ai pas de problème. Et puis pour d'autres, on sait que ça va questionner. Donc voilà, vraiment prendre en compte les individualités. C'est pareil sur les outils. Il y a des gens pour qui faire une visio, arriver dans une salle de réunion où il y a un écran, une barre de son, etc., c'est hyper intuitif et en 2 secondes, ils vont se connecter. Il y en a d'autres qu'il faut accompagner dans cette démarche-là. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte les équipes là où elles en sont. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps, la notion d'accompagnement pour améliorer l'expérience collaborateur. C'est finalement quelque chose qui prend du temps, qui demande beaucoup d'investissement. Il nous reste quelques minutes. Et pour conclure, j'ai une dernière question et on pourra ensuite faire des questions-réponses avec la salle. Pour vous, demain, quelles sont les perspectives? Comment sera l'expérience collaborateur de demain? Qui commence? Moi, j'ai quelques mots. Elle sera flexible déjà, parce que on voit bien, flexibilité sur le temps de travail, sur le lieu de travail, sur voilà, tout un tas de sujets. Donc la flexibilité, la confiance, on en a parlé. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de co-construction, mais c'est vraiment hyper important de co-construire une expérience collaborateur avec chacun. Voilà un peu les mots qui me viennent pour l'expérience collaborateur de demain. Il sera aussi, je pense, personnalisé, adapté aussi au projet de chacun. Et oui, moi je dirais aussi toujours dans une vision d'un équilibre pro-perso qui puisse être le plus adapté possible et voilà, et de pouvoir travailler sur continuer à travailler sur tout ce qui va pouvoir amener cet équilibre pro-perso. Super, merci beaucoup à toutes les trois. J'espère que vous avez trouvé des idées, pu voir des exemples très concrets de ce qui peut être mis en place au service
de vos clients finaux en travaillant sur l'expérience collaborateur. Et il nous reste quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Il y a des micros qui sont disponibles. Paola, il y a une question en haut à gauche là-bas. Bonjour, merci pour ce temps de questions-réponses. En fait, j'en ai deux, mais on verra s'il y en a d'autres. La première, c'est pour Jocelyne. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez formé des facilitateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que c'est, ces facilitateurs? Alors l'idée, c'est de pouvoir aborder des ateliers de travail ou des réunions de travail dans une dynamique d'intelligence collective, donc de pouvoir travailler différemment. Donc au départ, on est passé avec des cabinets qui étaient capables de nous former sur la facilitation. C'était vraiment au départ de cette démarche un petit peu de libération. Pardon. Voilà, donc c'est comment faire sortir toute la quintessence de ce que peut penser chacun et comment mettre en place, organiser des réunions qui puissent permettre voilà, de faire sortir l'intelligence collective. Donc après, c'est des méthodes, hein. C'est pas très compliqué, c'est aussi un état d'esprit, mais c'est des méthodes et voilà. Et ça permet vraiment d'aborder les réunions complètement différemment. Et même, alors, au départ, c'est pour les réunions, mais ça peut servir aussi dans les échanges avec un collègue, un collaborateur, etc., sur la manière de faire, l'ouverture vers l'autre, l'écoute, etc., etc. Ce sont les managers qui sont formés à être facilitateurs ou les collaborateurs aussi? Ah non, alors là, du coup, c'était qui est volontaire. On va, alors je ne sais plus, la première fois, on avait dû dire on doit avoir une quinzaine de personnes. On aimerait avoir sur tel et tel site à peu près tant de facilitateurs pour pouvoir accompagner. En disant l'objectif pour tous, après, c'est que vous puissiez faire appel à ces facilitateurs pour pouvoir travailler sur des réunions de travail, voire même prioritairement dans d'autres services. C'est-à-dire que c'est très bien quand un facilitateur intervient dans une réunion qui ne concerne pas son service, parce que justement, ça permet de garder une impartialité, etc. Donc, appel à volontariat, et puis combien il y a de volontaires, on a pu répondre à peu près à tout le monde, et puis voilà. Et ces personnes-là peuvent être amenées effectivement à animer des réunions. On va dire un collaborateur peut animer une réunion avec que des responsables, par exemple. Ouais, il n'y a pas de souci, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que je rends le micro? Autre question, si vous m'autorisez. Vous avez parlé de votre télétravail dans vos différents modèles. Je me demandais si c'est très régulé ou si c'est un quota de jours et chacun est libre de le placer quand il veut. Enfin, comment ça fonctionne dans vos modèles à vous? Est-ce qu'il y a par exemple une journée où tout le monde doit être sur site pour conserver une énergie, quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment pas régulé? Alors nous, chez MV Group, il y a une règle en fait très claire, c'est que c'est à partir de 12 mois, c'est 2 jours de télétravail possibles, qui sont soit les lundis, soit les mercredis, soit les vendredis. Les mardis et les jeudis, en fait, sont vraiment pour tout le monde au bureau, pour garder justement ces temps collectifs, ces réunions. Au moins, on sait qu'on peut placer des réunions sur ces jours-là. Et alors après, nous, une entreprise, on a beaucoup d'arrivées. Donc à un moment donné, ça permet aussi en fait de faire des événements, de créer du lien. Enfin, donc c'est vraiment nous très cadré. Pour ce qui nous concerne, alors c'est 2 jours de télétravail par semaine au maximum. Après, certains en font moins, mais voilà. Et après, là aussi, c'est encore chaque service qui a défini ses règles, quoi. Le cadre, c'était ça. Donc c'est vrai que pour les services qui me viennent en tête, donc notamment la relation client, voire même d'autres services, à la relation client, on a fixé un jour pour se voir tous ensemble, où on est tous là ce jour-là. Et après, le deuxième jour, chacun le prend quand il veut, quoi. Voilà. C'est ce qu'on observe aussi chez les clients qu'on accompagne, cette notion de jour pivot. Donc soit au niveau de l'entreprise au global, tout le monde est là le mardi et le jeudi, soit au niveau de l'équipe, mais effectivement, nous en tout cas, c'est ce qu'on recommande, d'avoir au moins une journée où tout le monde est là, où tout le monde se voit. Et puis je discutais là avec une DRH qui me disait qu'ils avaient 2 jours par semaine maximum de télétravail et elle avait octroyé en plus 2 semaines de télétravail sur les vacances scolaires pour pouvoir télétravailler d'un lieu de vacances. Avec une condition, c'est que si la personne a des enfants de moins de 11 ans, il faut qu'ils soient gardés.
Et je trouvais la logique assez intéressante. Donc évidemment, elle ne va pas vérifier que l'enfant est vraiment gardé. C'est basé sur la confiance. Mais je trouve que cette règle, en tout cas le message qu'on envoie aux collaborateurs est intéressant de se dire, on t'autorise 2 fois une semaine dans l'année à aller télétravailler de chez tes parents ou chez tes beaux-parents. Voilà. Télétravailler. Donc voilà, si tu as des enfants en bas âge, en tout cas là, la barre était mise à 11 ans, fais en sorte qu'ils soient gardés. Au-delà, on considère qu'effectivement, tu es en capacité de télétravailler avec un enfant de 13 ans dans ta maison, par exemple. Je trouvais que c'était, voilà, sur 2 fois une semaine dans l'année, c'était intéressant aussi. Une autre question. Merci. Je suis très intéressée par le sujet du passage à la semaine de 4 jours, avec une interrogation sur les gains en efficacité. Est-ce que vous pensez qu'ils sont dus aussi à l'effet de nouveauté? Si cette expérimentation de la semaine de 4 jours était étendue à tout le territoire national, est-ce que vous obtiendriez encore ces gains d'efficacité? Alors après, nous, comme je vous dis, c'est pas tout le monde, c'est vraiment en fait un choix personnel de chaque collaborateur. Et sur la semaine de 4 jours, on a vraiment remarqué, c'était beaucoup de, alors c'est peut-être un cliché, mais de jeunes parents, hommes ou femmes d'ailleurs, qui prennent en fait cette semaine de 4 jours. Par contre, sur 1 an et demi, et souvent en fait après qui reviennent à la semaine de 4 jours et demi. Donc oui, il y a effectivement cet effet nouveauté, cet effet aussi j'ai le droit, c'est nouveau, je peux le faire. Et après, en tout cas, ça correspond pour moi. Alors, est-ce que c'est enfin, ce qu'on a quand même remarqué, c'est que ça donne la possibilité aux collaborateurs de pouvoir choisir son temps de travail. Et quand on parle de sens, quand on parle d'équilibre vie pro, vie perso, en tout cas pour moi, c'est un vrai point positif. Alors après, pour ce qui nous concerne, pour un déploiement dans d'autres entreprises que la nôtre, je suis persuadée que ça peut faire plein de belles choses à plein d'endroits. Après, est-ce que c'est applicable partout? Peut-être pas, parce que effectivement, on parlait tout à l'heure de maturité d'entreprise, voilà. Pour ce qui est de notre groupe, en fait, on l'a mis en place, on va dire en 2 phases. La très grosse partie du groupe a été mise en place en janvier 2021 et courant fin 2021, je crois. Par exemple, on a passé les magasins. Les magasins, c'était plus compliqué parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de monde dans nos magasins. Pour certains d'entre eux, ils n'étaient couverts que 6 jours semaine. Là, pour le coup, que 5 jours semaine, pardon. Pour le coup, on est passé en même temps à 6 jours semaine et ils ont revu un petit peu tout ça. Donc, le déploiement, finalement, nous, il s'est fait en 2 étapes, mais il s'est vraiment très bien fait partout. Après, en termes d'efficacité, mine de rien, ça fait déjà 1 an et demi qu'on y est et ça reste complètement valable. Tout le monde est toujours ravi. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir tellement naturel qu'on ne s'en rendra pas compte? Je ne sais pas. On a quand même un environnement où ce n'est pas appliqué partout. Et cette efficacité, elle était aussi un petit peu naturelle. On a parlé d'exemples tout à l'heure dans l'équipe Relations Clients, mais de manière naturelle, on a tous éliminé des trucs qui servaient à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, je vais faire passer sur 4 jours au lieu de 5. Alors au début, certains étaient inquiets en disant, mais je vais faire comment en fait? Parce que ça ne va pas être possible. Et ben, en réalité, naturellement, ça s'est fait tout seul. Et puis après, il y a des choses genre la polyvalence qui va se développer. Alors la polyvalence, et pas toujours, c'est-à-dire qu'on a appris à savoir ce qui était urgent et pas urgent. C'est-à-dire qu'avant, quand on était tous à 5 jours, on voulait quelque chose, c'était urgent, il nous le fallait tout de suite. Maintenant, de 2 choses l'une, la personne n'est pas là. Si elle n'est pas là, soit je suis capable de faire toute seule le truc, et finalement, je me rends compte que je n'ai pas besoin d'appeler mon collègue et que je me suis débrouillée tout seul. Donc, en plus, c'est sympa parce que j'ai appris un nouveau truc, etc. Mais en même temps, ça a été plus efficace parce que je n'ai pas appelé mon collègue et je suis allée plus vite. Ou alors, dans un certain nombre d'autres cas, effectivement, on va l'attendre ou on va appeler un de ses collègues. Et là, pour le coup, ça peut effectivement développer la polyvalence. Donc, il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, ça a un impact sur l'efficacité. Decathlon est venu nous voir il y a quelques temps et en fait, ils ont pris, en l'occurrence, ils ont posé des questions à 2 personnes de l'équipe qui passaient par là en disant « Et alors, la semaine des 4 jours, et qu'est-ce que vous en pensez ?» etc.
Il y en a un qui dit, le premier dit, c'est top, c'est génial, etc. Ah bon, mais pourquoi, en fait, comment vous avez fait pour faire quand même tout votre travail? Je dis, finalement, maintenant, quand on est là, on est là. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il disait avant, le vendredi après-midi, on n'était quand même pas au même régime. Le lundi matin, on passait un peu plus de temps au café, machin, etc. En fait, aujourd'hui, non, quand on est là, on est là. Il y a aussi une forme peut-être, enfin, je ne sais pas, mais peut-être une forme de reconnaissance, c'est-à-dire de se dire, OK, notre boss, il a fait cet effort-là. D'un point de vue salaire, il a aussi continué à augmenter. Enfin, voilà, il n'y a pas eu d'impact sur les salaires, etc. J'ai ça en plus, c'est donnant-donnant, quoi. Moi aussi, j'ai envie de donner. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment, enfin, c'est peut-être un peu décousu ce que je vous dis, mais il y a effectivement plein de petites choses qu'il faut qu'on accède à plus d'efficacité, quoi. Et je crois que dans la question, il y avait peut-être aussi, est-ce que ça marche aussi bien dans le nord de la France que dans le sud? Ou en tout cas, moi, c'est une question que je me pose. Et on voit bien, on parle du Danemark, où il y a une notion de culture. Donc, est-ce que ça fonctionne pareil partout? Ou en tout cas, comment faire pour que ça fonctionne pareil partout? Bon, alors, nous, on est à Nantes et à Lyon, essentiellement, et à Saint-Quentin-Fallavier, ça fonctionne partout. Après, Nous aussi, voilà. ça fonctionne partout en France. Et nous, ce qu'on a observé au Danemark, c'est effectivement ce que tu dis là, c'est-à-dire une notion de focus. C'est-à-dire quand je suis au bureau, au Danemark, ils sont au bureau de 8h30 à 16h30. Et quand ils sont au bureau, ils sont vraiment au bureau. C'est-à-dire que la pause déj, c'est 20 minutes ou 25 minutes. Il n'y a pas trop de blabla, de machine à café, de t'as passé un bon week-end. Nanana. Donc, pour nous, latins, ça peut être un peu surprenant. Mais ils sont ultra focus. Les réunions, c'est 25 minutes. Enfin, il y a vraiment cette recherche d'efficacité dans tout ce qu'ils font. Et je pense que quand on passe à 4 jours, c'est une loi de gestion du temps qui dit que plus on a de temps pour faire une tâche, plus cette tâche va nous prendre du temps. Et posez-vous la question, parfois, quand vous avez que 20 minutes pour faire quelque chose, vous allez plus droit au but. Alors, ce ne sera peut-être pas aussi bien fait, mais on a tous, je pense, cette capacité à gagner un peu en efficacité. Ouais. Il reste une question, la dernière, et après, on sera obligé de clôturer. La dernière question. En cas de départ du salarié, qu'est-ce que vous avez mis des choses en place ou pas pour que ça se passe bien? Alors moi, effectivement, donc chaque collaborateur qui part, on essaye de savoir déjà pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Alors après, c'est pas lié tout le temps à l'entreprise, ça peut lier à des choix personnels ou des contraintes personnelles. Mais effectivement, il y a tout le temps le manager en fait qui va voir le collaborateur qui s'en va. Moi et souvent Olivier Méril, qui est le président, si on peut, on essaye en tout cas, comme on essaye en fait de voir chaque collaborateur, Olivier, qui est le président en fait du groupe, fait des modules pour chaque collaborateur qui rentre dans l'entreprise. Donc par respect aussi, on essaie de savoir pourquoi le collaborateur y part et d'avoir aussi un petit mot. Et comme on voit aussi maintenant un petit peu le collaborateur boomerang qui revient de plus en plus, on sait que, alors je parle souvent chez nous, c'est des premiers jobs, besoin d'aller voir ailleurs, besoin de se faire d'autres expériences. Et quand le départ s'est bien passé, il n'y a pas de raison en fait que le collaborateur ne revienne pas. Il y a des entreprises, je pense notamment à Danone qui a créé, alors c'est une très grosse structure, qui a créé un réseau qui s'appelle After Dan. Et à l'image des alumni dans les grandes écoles, en fait, ils entretiennent un réseau d'anciens collaborateurs de Danone qu'ils animent, avec qui ils font des soirées, etc. Et voilà, c'est une des actions en matière d'offboarding aussi qui peut être inspirante, en tout cas de garder du lien avec ses anciens collaborateurs. Et nous, là, non, pour le coup, on n'a rien mis en place. Voilà. Par contre, ça me fait penser, effectivement, on a fêté les 25 ans du groupe, alors en l'occurrence au bout de 26 ans, parce que le Covid est passé par là il y a peu de temps. Et moi, j'ai retrouvé plein d'anciens collaborateurs. Il y a aussi Laurent de la Clergerie, dans son discours, à rappeler qu'il était heureux de travailler avec tous ses collaborateurs actuels et anciens, et il pense toujours aussi. Donc, il y a effectivement cette culture qui doit exister un petit peu, voilà. Mais par contre, on n'a rien mis de particulier en place, si ce n'est effectivement, évidemment, toujours d'échanger, mais voilà. Eh bien, merci à tous. Merci à toutes les trois de nous avoir partagé toutes ces expériences. Et merci à vous pour votre présence et vos questions. Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et une bonne fin de salon. Merci.